un chien se met à aboyer derrière un voleur, tous les autres l'imitent. Ainsi, depuis un certain temps, alors que c'est la CAN qui est considérée comme l'actualité principale qui devrait mobiliser non seulement presque tous les pays africains et surtout ceux qui sont qualifiés, alors que les Lions indomptables ont créé une euphorie, alors que les rivalités entre la Côte d'Ivoire, les éléphants particulièrement, et les Lions indomptables étaient incandescentes au maximum, au summum, à l'optimum, subitement, une autre actualité est venue mettre le football un peu en berne, presque dans les vestiaires. Le football a été relégué donc, alors que généralement, c'est ça qui constitue l'actualité, surtout en ces périodes où tout le monde est derrière son écran télé. Une actualité s'est imposée et les réseaux sociaux en ont fait leur plat. Beaucoup d'influenceurs s'y sont mis à plein pied et ont réussi à imposer ce sujet. Alors qu'on attendait les superstars à la CAN, que c'est eux qui devraient meubler notre quotidien, voici qu'une autre superstar, ce n'est pas Ondoa, ce n'est pas Onana, ce n'est pas, par exemple, Christophe Owo, ce n'est même pas Zambouanguissa qui font l'actualité. C'est plutôt quelqu'un qui lui joue avec son troisième pied. Bobda. Bobda, Hervé, est donc venu dribbler tout le monde. Il est passé à l'attaque et bien sûr, la contre-attaque s'est organisée avec les équipes des influenceurs dont il faut saluer justement le travail abattu tel des fourmis magnant. Je ne manquerai donc pas, en début de cette intervention, de saluer Jumento ou encore Jorel Zan, sans oublier même Paul Chouta et bien d'autres que je ne peux citer nommément. Tout le monde a essayé de pouvoir au moins faire que, en dehors du football, qui généralement détourne les vrais problèmes de la société, qu'on revienne parfois à des problèmes de moralité, à des problèmes de mœurs, à des problèmes qui peuvent tuer la jeunesse, qui peuvent compromettre notre avenir, qui sont en train de nuire à notre société. L'affaire Hervé Bobda, beaucoup en ont donc parlé et m'ont demandé d'intervenir. Mais comme je vous le dis, je ne peux pas être multiforme, multidimensionnel, et que au moment où je suis en studio pour parler du football, je ne peux pas venir parler de Bobda et consorts. Et aussi, dans les affaires de mœurs, il faut savoir que il faut prendre les choses avec des pincettes, il faut réaliser des enquêtes, il faut recouper l'information. Contrairement aux lanceurs d'alerte, qui eux, peuvent juste balancer une information, le journaliste que je suis a le devoir de recouper d'abord l'information, de travailler sur des sources avant de venir vous donner cette information. Il serait prétentieux pour moi de vous dire que je connais toute la vérité déjà sur cette affaire qui est tentaculaire et qui d'ailleurs implique aussi des dignitaires et qui aujourd'hui devient presque une affaire planétaire. Ce n'est plus seulement le Cameroun qui en parle. D'autres pays africains ont récupéré cela et même des sociétés civiles
et d'autres entités à travers le monde en parlent. C'est pour dire la gravité de cette affaire. Bien évidemment, comme je vous ai dit en préambule, je ne pouvais pas me lancer sans pouvoir faire un premier travail de base, parce que généralement, en ce qui concerne les affaires de mœurs, il est souvent facile qu'on jette quelqu'un à la vindicte populaire et que plus tard, il soit difficile de refaire son honneur. D'ailleurs, parfois, rien qu'avec des rumeurs, certaines personnalités ont dû batailler jusqu'à la fin de leur vie pour que la vérité soit rétablie sans que cela ne soit rétabli. Je pourrais par exemple parler de l'affaire du professeur Gervais Mendozé. À l'époque, j'étais au Cameroun lorsque subitement, ça avait enflé partout et dans toute la société, dans les marchés, que le professeur Gervais Mendozé aurait abusé d'une fille et lui aurait offert un collier qui se serait transformé en serpent. Il fut donc baptisé à l'époque le serpentologue. Jusqu'à la mort, il a porté ce sobriquet. Et pourtant, quand on voit la réalité, après avoir interviewé ceux qui portaient cette affaire un peu partout dans les quartiers, sous-quartiers, et même dans des sommités, eh bien, chacun vous disait que c'est une affaire qui vient de FM 94 et qui avait été révélée par cousin Jolie Nibungam dans son émission À cœur ouvert, où une fille aurait témoigné de façon anonyme et aurait dénoncé cela. Et par la suite, cela aurait créé des problèmes à cousin Jolie. Je vous relate cette histoire parce que beaucoup d'entre vous connaissent que cette histoire est vraie. Pourtant, elle est fausse. Parce qu'à l'époque, j'étais au poste national. À l'époque, j'étais l'ami de Jolie Nibungam. On travaillait ensemble. Il travaillait à FM 94. Et je lui avais demandé, mais à quel moment cela s'est passé? Il m'a dit, mon frère, laisse. Je ne suis au courant de rien. Je lui avais demandé, mais cette fille, elle a témoigné. Elle dit, mais je n'ai jamais reçu un tel témoignage. Je me souviens qu'à l'époque, Prospero d'Afrique centrale était le réalisateur de cette émission. À l'époque, il y avait Roger Zézé, qui était régisseur d'antenne. Parce que je voulais connaître la vérité, j'avais demandé ni le technicien, ni le réalisateur, ni le régisseur d'antenne, qui est à peu près le commissaire, n'était au courant d'une telle affaire, qui était au quartier considéré comme étant passé à la radio. Mon ami Jolie Nibungam, qui était avec moi dans la même réunion et qui travaillait avec moi dans la radio, lui-même n'était pas au courant de cette histoire. Mais la façon de brosser avait fait de telle sorte que les gens croient que c'était vrai. Nous avions poussé à l'époque l'enquête un peu plus loin en demandant, c'était donc un témoignage anonyme. Où est donc la famille de cette fille? Où a-t-elle été enterrée? Nous n'avons pas pu trouver son village, ni rien. Autre histoire, c'est celle où, un beau jour, je suis à l'antenne, je reçois un coup de fil anonyme, où justement quelqu'un va me dire qu'il y a quelque chose qui se passe de très grave à l'hôpital central. Je suis à l'antenne. Et quelqu'un me demande, un de mes techniciens me demande d'annoncer cela. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a Claude le Parisien qui aurait avalé une femme. Je dis, aurait ou a? Oh, non, a. Je dis, a. Tu m'as dit aurait. Il me dit, non, a. Et il est où actuellement? Il s'est transformé en serpent. Je dis, quoi? En serpent? Je dis, c'est où? On me dit, à l'hôpital central. J'ai dit, j'attends. J'ai fini mon émission, j'ai fini mon coup franc et je vais partir à l'hôpital central.
Arrivé à l'hôpital central, rien de tel ne s'était produit. Et pourtant, beaucoup ont gardé cette histoire qui n'avait pas existé. Raison pour laquelle, lorsqu'une affaire arrive et que ça peut paraître sensationnel, il faut toujours recouper l'information avant de donner. Et cette information, donc, aujourd'hui, c'est sur Bopda. Ou bien évidemment, vous avez écouté beaucoup de témoignages anonymes. Des femmes, des hommes, des témoignages de toutes sortes qui donnent la chair de poule, qui font dresser les cheveux, et peut-être même qui font gratter les crânes pour les chauves. Des histoires dignes des films d'horreur, racontées à travers certains témoignages. Les témoignages sont-ils vrais? Est-ce une manipulation? Est-ce juste de la diffamation? Est-ce tout simplement une façon de vouloir salir Hervé Bopda? Voilà donc en quoi consistait mon premier travail. Et je puis vous dire, même si certains témoignages, lorsque certains m'ont contacté ou certains ont préféré garder l'anonymat en disant que ils ne voudraient pas ou elles ne voudraient pas se faire citer parce qu'ils ont une peur bleue, eh bien, je peux vous dire aujourd'hui qu'au moment où je vous parle, les faits, même s'ils sont gonflés, sont avérés. Les faits sont avérés au regard des éléments que j'ai actuellement. Monsieur Hervé Bopda n'est pas un saint. Monsieur Hervé Bopda n'est pas victime d'une cabale. Monsieur Hervé Bopda est impliqué dans beaucoup de choses. À l'instant où je prends la parole, il faut savoir que des plaintes ont été déposées à la suite des éléments des auditions. Monsieur Hervé Bopda, lui-même d'abord a été aperçu à la Légion de gendarmerie à Douala. C'était lundi. Il a des amis là-bas. Il est ressorti tout souriant, tout comme d'ailleurs il est entré. Les avocats des victimes, de quelques victimes qui ont eu le courage, ont décidé d'aller porter plainte après audition et des éléments que je ne peux pas encore dévoiler. En tant que journaliste, et parce que je respecte aussi la vie privée, et parce que, à partir de ce jeudi, eh bien, l'enquête préliminaire est officiellement ouverte au niveau du tribunal militaire à Douala. Au tribunal militaire de Douala, la plainte conduite par le collectif, donc à la tête duquel se trouve Maître Dominique Fous et bien d'autres, eh bien, la plainte, disais-je, a été déposée auprès de Madame le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire. Cette plainte a été reçue. Et je peux vous dire que avant cette plainte, selon mes informations,
contrairement à ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. Et il y a 2 autres plaintes qui étaient déjà déposées dans le même tribunal militaire. Et pourquoi le tribunal militaire? Parce que M. Hervé Bobda a fait usage d'une arme à feu. Et lorsque un civil ou même un homme en tenue utilise une arme à feu, le tribunal militaire est compétent. Voilà pourquoi est-ce que Madame la commissaire du gouvernement a été saisie au regard de ces éléments. Et ces éléments peuvent d'ailleurs se justifier par certaines vidéos ou photos. Où vous pouvez constater que même l'individu en question a un réseau ou entretient de bonnes relations avec des hommes en tenue. D'où par exemple cette scène incroyable du 2 janvier 2024 où il reçoit les honneurs alors qu'il est civil des hommes de la garde présidentielle, d'un élément de la garde présidentielle et un autre élément de la direction de la sécurité présidentielle. Et il est vrai que cet élément de la garde présidentielle avait été convoqué par Akwa Bondo, Raymond, qui dirige la garde présidentielle et a été reversé à l'armée de terre. Donc, c'est déjà un élément probant. Et puis, bien évidemment, aussi, l'autre sera aussi convoqué le 28 selon certaines indiscrétions. Les éléments que j'ai en ma possession sont d'une gravité extrême. Mais je ne voulais pas jouer le rôle du procureur de la République, ou plutôt de la commissaire du gouvernement ou des enquêteurs, d'autant plus que Hervé Bobda est derrière l'écran et est en train de me regarder avec ses avocats pour pouvoir prendre justement des dispositions pour sa défense. Avant même cette plainte, l'État du Cameroun, par le truchement de son procureur de la République, devait prendre les dispositions pour s'auto-saisir par rapport à cette actualité, à ces dénonciations. C'est vrai que Maître Méli, du côté de Yaoundé et d'autres avocats aussi, ont déjà saisi la justice. C'est donc une batterie de plaintes qui sont en train de se joindre à cette affaire. Mais beaucoup, bien évidemment, ont dû constater que il y a des centaines de témoignages, mais peu de victimes qui ont accepté porter plainte. Et bien évidemment, certains ont utilisé cela comme étant un argument de cabale, comme étant peut-être aussi quelque chose qui n'existait pas, que c'était juste des témoignages bidons. En matière de droit, en matière de justice, effectivement, les témoignages anonymes ne peuvent pas être versés dans une pièce, ne peuvent pas être considérés comme une pièce à conviction. Et n'importe quel avocat de Hervé Bobda balaie cela d'un revers de la main, puisque même le juge ne peut pas considérer un témoignage anonyme. Mais le problème, c'est que justement aussi, derrière ces témoignages anonymes, c'est la peur. La peur de qu'en dira-t-on. La peur d'avouer à sa famille, à ses amis, que peut-être on a contracté un VIH ou bien qu'on a été violé. La peur de la société, eux aussi, la peur de ne pas être protégé. Je voudrais donc d'abord rassurer à ces victimes qui sont encore cachées de se lever et de savoir que justement c'est la plainte qui les protège. Du moment où vous portez plainte, le procureur ou alors le commissaire du gouvernement devrait vous protéger. Les services publics doivent vous protéger. Et d'ailleurs,
C'est ce que les avocats du collectif ont demandé pour pouvoir bénéficier de cette protection de leurs victimes. Vous pouvez être rassurés parce que l'affaire Camus Mime, on disait qu'il avait des longs bras et que rien ne pouvait se passer avec son complice. Mais c'est le même cabinet ou alors le même collectif qui avait réussi à faire qu'il soit condamné. Du moment où le collectif et des associations de défense des droits de l'homme et surtout des droits de la femme et de l'enfant et même de tous les mineurs se constituent, cela veut dire que immédiatement les pouvoirs publics doivent vous protéger parce que vous êtes déjà identifiés. Ils savent qu'ils doivent assurer votre sécurité. Mais par contre, si vous restez caché et que le bourreau ou ses complices savent que vous n'avez pas encore parlé, eh bien la loi de l'Omerta voudrait qu'on vous élimine immédiatement et comme ça les preuves sont effacées. En vous cachant donc, vous vous mettez en danger en dénonçant ou en allant porter plainte parce qu'en même temps, les avocats peuvent vous représenter à la barre. Vous pouvez faire des témoignages. Le juge peut vous identifier dans son cabinet. Vous pouvez faire votre témoignage et après, pour certains besoins, eh bien, vous ne vous présentez pas à la barre. Vous n'avez pas forcément besoin de dire que j'habite tel ou tel endroit. Comment pouvez-vous avoir le courage de parler de votre propre voix? Elle n'est même pas déformée. Et vous vous dites que vous êtes là-bas en sécurité. Mais on peut vous identifier par la voix. Si on vous a donc identifié par les cordes vocales, vous n'êtes pas caché. Parce que votre oncle, votre soeur, votre cousine, votre cousin reconnaît votre voix à travers les réseaux sociaux. Et peut-être votre cousin, votre oncle, votre frère, votre voisin est de ce réseau. Immédiatement, on met donc justement le rouleau compresseur pour vous broyer. Or, vous avez fait un témoignage anonyme. Vous allez mourir dans l'anonymat. Personne ne saura ce qui vous est arrivé. Le témoignage, donc, devrait devenir, se transformer en plainte. Et non, tout simplement en fuite en avant. Ne fuyez pas votre destin. Ce n'est pas à la victime d'avoir peur. Ce n'est pas à la victime d'avoir honte. C'est au bourreau. Ne changez pas de rôle dans cette affaire. Ceux qui se sont constitués déjà, n'ont-ils pas peur? Pourquoi les avocats n'ont pas peur? Mais on peut aussi les tuer. Mais ces avocats ont décidé de vous prendre en charge gratuitement. Le Cameroun, le monde entier est devenu témoin. Et celui que vous craignez, c'est lui maintenant qui a peur de vous, puisqu'il ne sort plus. Qui vous dit qu'il n'est pas déjà sous surveillance? Et encore que je vous dis, dans les jours, heures qui viennent, beaucoup de choses iront très vite. Mais alors très vite. Je vous annonce déjà cela. Vous n'allez donc pas avoir peur de quelqu'un qui est déjà sous surveillance, de quelqu'un qui est déjà contrôlé, jusqu'aux communications. Qui vous dit qu'il n'est pas sur écoute? Vous imaginez qu'il va se lever et puis il va prendre encore son réseau de brigands, prendre son arme et se balader comme le shérif pour dire allez, sortez-moi tel de sa maison, boum, sortez-moi tel autre, allez, je vais tabasser. Vous
avez pu constater que même les boîtes de nuit, ou les endroits où il partait souvent jouer au shérif, ont déjà sorti, ont commencé à sortir des communiqués qui ne veulent plus de lui. Alors, de quoi avez-vous peur? On ne peut pas avoir peur d'un homme qui aujourd'hui, son visage est d'or. D'un homme qui aujourd'hui est en train de payer les torts qu'il a eu à commettre. J'ai dit en train de payer. Parce que le simple fait de le dénoncer, et même si ça permet aujourd'hui d'aller faire des tests pour afficher, ce n'est pas des tests qu'on veut. On veut juste la vérité. Et surtout, il faudrait que tout ce qu'il a eu à faire avant soit enfin connu. Bien évidemment, dans le travail que nous devons faire et que nous faisons, nous avons aussi ce qu'on appelle les avocats du diable. Ils sont là pour vous dire que non, celui-là est très bon. Hervé Bobda est très bon. On veut juste le salir. Ils vont multiplier les directs. Et même avant de venir faire le direct, ils m'ont déjà accusé. Rappelez-vous, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui étaient là, en train de dire, Martinez Zogo n'est pas mort. Ce sont les mêmes qui étaient là pour défendre Zomlo des Zomlo. Ils continuent à le défendre jusqu'à ce jour, malgré un journaliste qui a été assassiné. Ils étaient les premiers à danser que le Zomlo des Zomlo est en train d'être libéré avec Eko Eko. Ils ont dansé jusqu'à m'appeler, oh yo, appelez Jupo, les big, on appelait. Ils dansent pour un criminel. N'oubliez pas que ce sont ces gens-là qui vous disent dans les réseaux sociaux que chez eux, dès que tu leur donnes de l'argent, ils font le taf. Eux, c'est l'argent. L'argent du sang. C'est des mendiants. C'est des gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui sont là pour travailler leur argent, même avec Satan. Alors, vous allez me dire, certainement que M. Bobda peut avoir accumulé beaucoup d'aigreur autour de lui. Et l'un des prétextes, ou alors l'argument qu'on vous présente, est que dans la famille, il y a actuellement beaucoup de problèmes d'héritage et qu'on voudrait le voir aller en prison. Qu'est-ce qu'il a fait de familles polygamiques où les coups basses et en dessous des ceintures sont permis? Je vais vous dire ceci. Le peu de temps que j'ai eu m'a permis de réaliser que tout cela est faux. Famille polygamique, contre qui? Alors que son père avait épousé une femme et qu'il est l'aîné. Et puis, lorsqu'on me parle de la richesse, de la bataille de succession et de tout ce qui peut en dériver, je devrais vous dire, ce monsieur qu'on vous présente comme un milliardaire, héritier testamentaire, successeur de son père, lui-même multimilliardaire, bien au contraire, il est à terre. Pourquoi? Parce que Afrique Construction, qui a été créée par Emmanuel Bobda, est une société qui vaut 0 €. 0 €. Vous allez dire, il avait des quincailleries, il avait ceci, c'est lui qui faisait dans la construction, il a laissé tel ou tel argent. Archi faux.
La société en question, dont le chiffre d'affaires s'élève à 150 millions et non des milliards, ne parvenait plus à payer les employés. Du vivant du père, Emmanuel Bokda. Parce que Emmanuel Bokda meurt le 28 août 2020. Je vais d'ailleurs y revenir. Mais avant sa mort, il se retrouve noyé dans des crédits. Il a pris des crédits auprès de l'État, auprès des banques, auprès du FOGAPE et d'ailleurs, en décembre 2023, hier, la société de recouvrement des créances de l'État a décidé de commencer à saisir tous ces biens parce que non seulement les bailleurs, ils ne les payaient pas, mais au-delà de ça, après sa mort, on voit qu'il n'y a pas d'actifs qui puissent permettre qu'il rembourse les dettes. C'est ainsi que le 26 avril 2023, eh bien, le juge de référé du tribunal de première instance, voilà, oui, a rendu l'ordonnance N-202/HH qui nomme un administrateur provisoire pour la société Afrique Construction. Et cet administrateur provisoire s'appelle Joseph Kanga. Et c'est depuis le 6 septembre 2023 que cet administrateur provisoire a un mandat de 6 mois pour gérer cette société, voir les actifs et les passifs. C'est-à-dire, c'est lui le gestionnaire et non un membre de la famille. Personne n'a le droit. Il a les pouvoirs étendus. Personne ne lui dit rien. C'est une décision de justice. Ce qui veut dire que, après cela, il va faire un bilan. Et ce bilan qui va voir si les actifs de la société peuvent combler les passifs. Or, lorsqu'on voit ce qui se passe là-bas, même du vivant d'Emmanuel Bokda, cela veut dire qu'il va arriver à 2 choses. La liquidation. La société sera liquidée en vertu de l'article 25 du Code de l'OHADA. C'est comme ça. Il n'y a donc pas un héritage que les gens là se disputent. Parce que tout ça, tous les biens d'Emmanuel Bokda appartiennent actuellement à l'État du Cameroun. C'est la SFC qui les a saisis. Et maintenant, la seule société qui est là, et il y a un administrateur provisoire. En mourant, Emmanuel Bokda, le père d'Hervé Bokda, lui-même s'était endetté terriblement et avait aussi détourné l'argent de l'État. En 2010, avec le ministre des Mines et de l'Énergie, il avait prétexté et fait des annonces à grande pompe qu'il devait produire le ciment au Cameroun et particulièrement à Douala. L'usine devait voir le jour, au plus tard, en décembre 2012. C'était pour venir rivaliser, concurrencer Simencam, aussi à Douala, qui produisait 2 500 000, et aussi Dangote, qui produisait 1500 tonnes. Il a écrit, ils ont monté un faux dossier, et on a remis cela
un ministre qui a coté ça. L'État, croyant que le Cameroun qui a besoin de 8 millions de tonnes à cette époque-là, avait besoin de 8 millions de tonnes par an, on s'est dit, on lui donne cet argent pour qu'il nous produise ça, ce sera consommé camerounais et tout ça. Il a pris cet argent pour aller distribuer, recruter les femmes. Et il a tout bouffé. La société n'a jamais eu lieu. Alors qu'il disait qu'il sera le premier Camerounais à produire du ciment sur place. Bien au contraire, il s'est contenté à importer le ciment en allant encore chercher de l'argent dans les banques, qu'il a beaucoup ruiné. Le Fogapé, il a ruiné. Oui. Il est même allé jusqu'à l'ONADEF, il a ruiné, il a pris des crédits là-bas. Bref, ceux qui veulent donc nous faire croire que le super Hervé Bobda, il est très riche et que c'est pour cela qu'on le déteste, c'est pour ça qu'on veut lui faire la peau, qu'ils enlèvent ce côté-là. Parce que la famille Bobda n'a plus rien. La famille Bobda récolte ce qu'elle a semé. La malhonnêteté, les agressions sexuelles, les violences, les détournements et aussi les assassinats à travers les affaires mystiques telles que le femme-là, je me coigne. Le résultat est là. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Emmanuel Bobda était un serpent. Il a mis au monde un cobra noir.